Fait que salut PH, bienvenue à ton studio. Yes, merci man. Merci de me recevoir dans mon propre studio, man. C'est hot. Fait plaisir. Fait Yes. que aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de toi, de ton parcours. Souvent dans ton podcast, tu reçois des invités, tu parles de tout le monde, mais on te connaît pas. En tout cas, moi, personnellement, je te connaissais pas profondément. Fait que là, j'ai dû faire des recherches. Je me suis informé sur toi. Puis, fait que je voulais commencer à parler de ta natation, en fait, de tes skills en natation. J'ai su que tu avais été comme... J'ai été un bon nageur. Recrue de l'année, tout ça. Puis... Ouais, j'ai été recrue de l'année du circuit du réseau de sport étudiant du Québec pour les natation universitaire, en fait, à l'Université Laval. Puis j'ai été 2 fois athlète de l'année en natation sur le circuit, mes 2 dernières années. J'ai nagé pendant plus de 20 ans. Là. C'est vraiment une longue carrière qui a commencé... T'as commencé jeune. Là. Ouais, j'ai commencé à 5 ans quand j'étais à Chicoutimi, quand j'habitais à Chicoutimi encore. Puis j'ai toujours fait, par exemple, sport-études du primaire jusqu'à l'université, jusqu'à ma maîtrise, en fait. Où est-ce que la natation, c'était la seule chose qui me gardait ces bancs d'école, parce que c'était la seule façon de pouvoir le faire en ayant un support financier. Parce que c'est un sport amateur, là, fait qu'à moins que tu ailles aux Olympiques, à moins que tu sois identifié sur l'équipe nationale, puis même là, c'est ça, Michael Phelps, il y en a un aux États-Unis, il y en a plus qui sont capables de gagner leur vie avec ça. Au Canada, même si tu es le meilleur nageur canadien, ça veut pas dire que tu gagnes ta vie avec ça. Tu vas faire 30 000 par année, clair d'impôt, mais ça reste juste 30 000, l'équivalent de 55 000 peut-être par année comme salaire annuel pour faire ça à temps plein. Il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Fait que la seule façon pour moi, étant donné que je n'étais pas à ce niveau-là, je n'étais pas capable d'être sur l'équipe nationale, d'être payé pour faire ça, c'était de rester à l'école. Fait que j'ai fait pour avoir des bourses d'études, de leadership, ces affaires-là. Okay, nice. C'est de gratter des scènes à gauche, à droite pour être capable de continuer à nager. Là. Tu nages ça encore aujourd'hui? Non. J'ai nagé cet été un peu. Nager dehors, c'est le fun. Nager en dedans... quand t'es pas obligé de le faire, il y a d'autres choses plus fun. Ouais. Genre la course. Ouais, j'ai commencé à courir pas mal. J'ai mis tout le temps que je passais à l'entraînement en natation, j'ai comme transféré ça vers la course à pied. Ce que ça me permet de faire au contraire de la natation, c'est d'écouter des trucs en même temps. Fait que je peux comme rentabiliser mon temps. Quand j'ai découvert les podcasts way back, la seule façon que je pouvais justifier de prendre 2 heures dans ma journée pour écouter quelque chose, c'était quand j'allais m'entraîner. Parce que sinon, quand tu es en train de travailler et tu essaies d'écouter un podcast en même temps, il faut vraiment que ton travail, ce soit un travail brain dead pour être capable de faire ça comme du monde. Ou de faire les deux comme du monde. Soit de comprendre qu'est-ce que tu écoutes ou de bien travailler. Ça fonctionne pas vraiment. Ça, tu vas être moyen d'un deux. Exact. Tu vas soit être moyen d'un deux ou tu vas juste faire un des deux. Fait que la seule façon que je pouvais faire pour vraiment juste écouter des podcasts, parce que j'aime vraiment le format, clairement. J'ai un studio de podcast aujourd'hui. Je trouve que c'est une façon de démocratiser l'information qui est nécessaire, qui est super pertinente dans le paysage médiatique, principalement au Québec, mais mondialement. Puis la seule façon que je pouvais le faire, c'était en courant. Fait que j'ai commencé à courir. Puis étant donné que les podcasts, ça dure souvent en haut de 2 heures, j'ai commencé à courir longtemps. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une semaine ou 2, tu as couru le marathon de Québec. Le marathon de Québec, ouais. Dans le fond, c'était mon 2e marathon à vie. Qu'est-ce que tu allais dire? Moi, c'était mon premier, en fait, la même journée, mais j'étais à Chambly. OK, tu as fait un marathon à Chambly, puis? Tu l'as fait en 3h15, je pense? Ouais. Moi, je l'ai fait en 5h30. En 5h30, OK. Ouais. Chris. J'ai arraché un peu. Tu as dû marcher à la fin. J'ai marché des petits bouts à la fin parce que je manquais d'entraînement. Là, mais man, ça, il n'y a pas de secret. Hein. Tu peux pas... Il y a beaucoup de monde qui peuvent faire un marathon, mais faire un marathon en courant pendant tout le marathon, c'est déjà un challenge. Puis faire un marathon en courant vite pendant tout le marathon, puis là, à 3h15, je dis pas que je suis vite. Là, c'est un bon temps, là, pareil. Pour ceux qui savent pas, là, c'est correct. Un très bon c'est correct temps, pour quelqu'un qui courait pas, mettons, pratiquement pas dans ma vie. Là. Parce que n'importe quel athlète, par exemple, qui a fait du sport universitaire, mettons, au niveau que moi j'en ai fait en natation, mais en athlétisme, va courir un marathon demain matin et faire plus vite que ça. Là. C'est pas... c'est pas à se jeter par terre. Ça dépend à qui tu te compares. Ouais, exact. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis ce que j'ai aimé, c'est pas juste le marathon, c'est vraiment tout l'entraînement vers le marathon.
L'année passée, je l'avais fait à Québec, j'avais fait 3h37, puis j'avais marché à la fin, puis j'étais défoncé. Fait que là, j'ai décidé de mieux m'entraîner cette année, puis j'étais arrivé, puis écoute, man, j'ai aimé ça. Ouais. La première chose que j'ai dit en arrivant, ma soeur était à la ligne d'arrivée avec moi. Elle était à côté, elle courait pas avec moi, là, mais elle était à côté de moi, puis j'étais allé la voir, puis j'ai dit tout de suite, je veux en refaire. C'était trop le fun parce que j'étais prêt. Mais ça, c'est comme dans tout, man. Si t'es pas prêt pour ce que tu t'en vas faire, t'auras pas de fun. Non, exact. Moi, je l'ai constaté. Si tu veux que ça soit agréable, faut que tu t'entraînes. Ouais, t'as pas le choix. J'ai pris ça un peu à la légère de mon côté, puis je l'ai vécu pendant la course. Là, fait que... T'as pas le choix. Mais tu sais, c'est comme dans tout, man. Si t'es pas prêt pour faire quoi que ce soit, t'auras pas de fun. Tu sais, moi, les meilleures expériences, par exemple, d'exposé oral que j'ai eu pendant tout mon parcours scolaire, là, c'était quand j'étais prêt. Quand t'es pas prêt, t'arrives dans la classe, puis là, t'as pas hâte d'aller faire ton affaire. Tu commences à être nerveux, là, tu te pointes, puis là, t'as chaud parce que t'es pas sharp. Si t'es prêt pour ton exposé oral, t'arrives, puis ça te fait pas chier, tu fais juste, tu sais... Évidemment, sauf pour les gens qui ont des problèmes, des troubles anxieux face à le regard du public, ces affaires-là. Mais sinon, si t'es prêt, même chose pour un examen. Si t'es prêt, man, il n'y a pas de stress. Ouais. Puis il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant en faisant des recherches un peu sur en stalkant ton passé. Là, j'ai vu que tu avais écrit 19 livres pour enfants. Ouais. Quelque chose du genre? Ouais. Je savais qu'il y en avait 19. Je savais pas qu'il y en avait 19. J'ai fait plusieurs projets. Man, quand on parle de ça, on dirait que c'est dans une autre vie. C'est toutes des affaires que j'ai faites avant Occupation Double. Hein, fait que ma vie a tellement changé dans les dernières années que c'est toutes des affaires qu'on dirait que sont... T'as l'impression que c'est quasiment plus toi. Là. C'est un autre pH. C'est encore moi, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Puis quand je repense, mettons, aux étés que j'ai passés à écrire des livres pour les enfants, puis à écrire des histoires pour les enfants, je comptais, tu sais, c'était des heures et des heures et des heures et des heures de travail, puis d'écriture, puis d'imaginaire, puis dans des cafés, dans ma chambre, dans un chalet dans le bois. On dirait que quand je repense à ça, c'est tellement loin, mais c'était des expériences uniques puis magnifiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à l'université en création littéraire, mon beau-frère, le chum de ma soeur, a repris la maison d'édition de son père puis de sa mère quand son père est décédé. Puis il a décidé de prendre une espèce d'autre tangente. Avant, c'était vraiment juste éducatif, puis là, il voulait rendre ça plus pour l'apprentissage de la lecture puis le développement de l'amour pour la lecture. Puis il a fait un appel de texte pour un texte. En fait, c'était 6 textes. C'était un petit jeu d'apprentissage de la lecture. C'était 6 textes pour les 6e années du primaire. Puis il a fait un appel de texte pour ça. Moi, j'ai participé. Ils ont vraiment aimé ce que j'ai fait. Puis à partir de là, j'ai eu comme plusieurs projets avec eux. Les éditions Passe-Temps, que ça s'appelle. Ça existe encore, tout à fait. Ils sont en croissance. Ils viennent de sortir mon dernier projet, dans le fond, dans lequel j'ai travaillé. Ça, c'était après OD. C'était une bande dessinée pour l'apprentissage de la lecture. Ils viennent de sortir ça là. Fait que j'ai toujours eu une grande liberté avec la maison d'édition, puis ça a toujours été vraiment le fun. J'ai adoré faire ça, vraiment. Puis ça m'a permis de payer mon appart pendant mes années de natation. Puis c'est encore quelque chose que tu fais aujourd'hui? T'écris encore moins un peu peut-être que ce temps-là qui était vraiment très intense, mais ça fait j'ai plus vraiment le temps de faire ça. Puis écrire, moi, mon processus créatif, il faut que je m'investisse. Je peux pas avoir d'autres choses dans la tête. Même si je décide, mettons, de dire, OK, là, aujourd'hui, j'écris dans ma vie de tous les jours, si j'ai mon cellulaire à portée de main, si j'ai quelque chose d'autre que je pourrais être en train de faire, je suis pas capable. Fait qu'il faut vraiment que, pour être capable d'écrire, il faut que j'aille juste ça à faire. Puis en ce moment, c'est pas le cas. Ouais, faut que tu t'isoles, là, si on veut. Ouais. Tu te mets dans un état qui est propice à la créativité. Ouais, exact. Faudrait que j'aille... Ça me prendrait 2 semaines, mettons, de temps en temps, dans un chalet isolé, là, avec des cannes de bine, puis des pois chiches, là. Ouais. All right. Fait que dans le fond, ton intérêt pour la littérature, ça s'est développé quand même assez tôt, là. Quand t'étais jeune, Ouais. À quel âge, supposons,
as comme commencé à avoir un intérêt? Parce que j'ai toujours écrit des trucs. Ma mère, elle a toujours gardé mes écrits de quand j'étais petit. Puis quand on a vidé la maison, quand mes parents se sont séparés, puis qu'on a vidé la maison, je suis retombé sur tous ces textes-là, tu sais, puis ça date de longtemps. En 3e année du primaire, mes parents s'étaient fait convoquer à l'école parce que j'avais écrit un texte. Dans le fond, on remonte back in the day. Ouais, 3e année, j'étais à Chicoutimi encore, puis fallait écrire un super-héros. Puis moi, j'avais créé une espèce de gars qui avait des guns puis qui tuait genre plein de monde, là. Puis pas nécessairement des méchants. C'était pas vraiment un super-héros comme une version du Joker. Là. Une espèce de maniaque. Là. Puis ça avait été troublant pour ma professeure à Guess qui avait demandé à mes parents d'intervenir. Ce texte-là, je l'ai revu justement. Ma mère l'avait gardé. Puis tu sais, depuis vraiment jeune, j'écrivais tout le temps. Tu sais, mettons, il nous demandait 250 mots, j'en écrivais 500. Puis tu sais, je respectais pas les consignes de longueur. Puis je faisais des affaires fucked up. Là. Je me rappelle, dans mon examen d'entrée à Cardinal-Roy, le sport-études secondaire, il y avait un examen d'entrée parce qu'il y avait des tests, parce qu'ils prenaient pas n'importe qui, parce qu'il faut que tu sois capable de comprendre la matière dans la moitié du temps, dans le fond. Là. Fait qu'il fallait des jeunes allumés quand même. Puis on avait une composition écrite à écrire. Puis j'avais écrit un petit texte où est-ce que tous les ordinateurs à l'école arrêtaient de fonctionner. Puis là, la seule façon, je me rappelle plus comment ça arrivait, mais la seule façon que les ordinateurs continuaient à fonctionner, il fallait qu'il y ait un prof qui s'est fait aspirer dans un ordinateur puis qui joue une espèce de game d'échecs contre un clown puis pour réparer les ordinateurs. Puis tu sais, ça, c'était mon examen d'entrée. Puis encore aujourd'hui, c'est un miracle qu'il m'ait accepté. Je comprends pas. Mais ouais, fait que ça a été vraiment depuis tout jeune. Puis rapidement, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui m'intéressait par des cours au cégep. Au début, j'étais allé en cégep sciences humaines, profil gestion d'entreprise. Okay. Après une session, j'ai fait « Ouais, c'est pas ça que je veux faire ». Fait que je suis rentré en Orélette, profil littérature. Okay. Puis tous mes cours, de la minute que j'ai commencé à faire Orélette, profil littérature, j'ai réalisé que l'école, ça peut être le fun. Parce que là, j'apprenais des trucs que j'aimais apprendre. Puis, tu sais, peu importe c'est quoi le domaine que tu aimes apprendre, si tu fais des trucs que tu aimes apprendre, ça commence à être hot pour vrai. Ouais. Puis ça, je crois que je crois, ça c'est une parenthèse à part, mais je crois que le système d'éducation est pas adapté à trouver ce qui fait triper réellement les jeunes. Parce que si t'aimes ce que t'apprends à l'école, ça te fait pas chier d'y aller. Puis moi, ça m'a fait chier aller à l'école du primaire 1 jusqu'au cégep 2. Ça me faisait chier, ça me fendait le cul. Ouais. Puis si je n'étais pas obligé d'y aller, je serais pas allé. Ben, je partage ton point de vue là-dessus. Puis je pense que c'est peut-être parce que c'est un moule d'une certaine façon. Puis c'est pas tout le monde qui rentre dans le même moule. Ouais. Puis, puis malgré tout, je propose pas de solution là, parce que j'en ai pas. Non, je pourrais pas non plus. J'en ai pas. Puis tu sais, je veux dire, on peut pas blâmer de loin. On n'a aucun droit de blâmer le travail des enseignants parce qu'ils font un travail exceptionnel avec les conditions qu'ils ont. Mais c'est ça. Absolument, puis c'est un enjeu qui est complexe. Là, je veux dire, on peut pas... souvent, c'est quelque chose qu'on voit ça dans plusieurs choses, en fait, que quand on essaie de généraliser quelque chose qui peut plaire à tout le monde ou qui peut convenir à tout le monde, ça cause des problèmes, comme par exemple l'alimentation. C'est un des sujets que je voulais qu'on parle un peu aujourd'hui parce que je sais que vous avez un brand vegan mais pas plate. Ouais. Puis vous misez beaucoup sur le véganisme, le végétarisme, tout ça, c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur aussi depuis les dernières années. Tout à fait. Puis moi, personnellement, pour avoir essayé d'être vegan plusieurs fois, ça fonctionnait pas sur moi. J'ai rien contre ce mouvement-là ou quoi que ce soit. Je crois que ça a beaucoup de bienfaits, puis il y a des très bons fondements en arrière. Mais ça convient peut-être pas à tout le monde, pour plusieurs raisons, entre autres génétiques, par exemple, ou... par contre, on en a parlé la dernière fois un peu, du monde qui ont des allergies, des choses comme ça, donc ça convient un peu moins pour eux, ce type de diète-là. Puis souvent, moi, je vois que les gens des fois, ils essaient de trouver une diète qui fit pour tout le monde. Puis la même chose à l'école, on essaie de trouver un programme qui fit pour tout le monde. Mais c'est un peu là le problème de dire, il faut adapter
à chaque individu un peu. Ouais, tout à fait. Notre approche, tu sais. Puis, bref, là, ma question est pas trop claire en ce moment, mais... non, mais je suis d'accord avec toi. C'est difficile de trouver quelque chose qui fit à tout le monde. Pour rester dans l'éducation, on reviendra sur l'alimentation plus tard, mais pour rester dans l'éducation, tu sais, l'apprentissage n'est pas le problème parce que c'est nécessaire. Il faut que tu apprennes dans tous les cas. Évidemment, tu peux pas toujours apprendre des trucs qui sont le fun à apprendre. Puis ça, c'est une école de la vie. Dans la vie, tu vas pas arriver tout le temps et faire juste des choses qui te font plaisir. Fait que ça aussi, c'est un apprentissage, j'imagine, de devoir te lever puis faire à chaque matin quelque chose qui t'intéresse pas. D'aller dans ton cours de maths puis le faire quand même si tu sais que tu te serviras jamais de ça. Ça forme quand même quelque chose. Un petit peu comme le sport a formé quelque chose chez moi. Même si des fois, ça me tentait pas, puis des fois, de faire crier dessus par ton entraîneur parce que ton effort est pas suffisant, c'est pas le fun. Mais tu remontes la résistance. C'est pas le fun, mais ça, man, maintenant, il y a plus grand-chose qui me... Il y a plus grand-chose qui peut me démotiver. Surtout que j'ai fait un sport comme la natation qui est... Là, je pars un peu ailleurs, là, mais j'ai fait un sport comme la natation qui est individuel. Fait que quand il y a quelque chose qui va pas bien, il y a une seule personne que tu peux blâmer, puis c'est toi. Il y a personne d'autre. Si tu as une contre-performance, si tu es démotivé, si ça te tente pas d'aller t'entraîner, si X, Y, Z, au final, la natation, c'est toi puis le fond de la piscine. Puis si t'es pas capable de le faire, t'es la seule personne à blâmer. Puis ça, c'est quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, je cherche pas d'excuses là, sur rien. C'est quelque chose qui m'arrive, qui me fend le cul. C'est moi le seul que je peux blâmer. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Fait que tu sais, pour revenir à l'éducation, il y a une façon, je pense qu'il y aurait une façon meilleure de gérer le système pour avoir un plus grand spectre de possibilités. Par contre, je pense que c'est nécessaire de juste sortir de sa zone de confort pour l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage technique là, ou l'apprentissage personnel. Je pense que c'est nécessaire. Oui, puis tu amènes un bon point, je pense, parce que pour n'importe quoi que tu fais dans la vie, développer ce mindset-là un peu, qu'est-ce que la natation t'a appris de surmonter les obstacles, de pas juste arrêter au premier défi ou de blâmer peut-être les circonstances à l'extérieur, les choses à l'extérieur. Fait que c'est un très, très bon point que tu amènes sur le mindset. Puis justement, si on continue un peu dans ton parcours, là, la natation, la littérature, tout ça, après ça, il est arrivé au D. Je pense que ça a changé bien des trucs. Puis c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Écoute, j'ai une question assez large. Là, mais... somme toute, c'était... Ça t'est venu sur un défi, je pense, quand tu as commencé. C'est ça. C'est avec un ami. On était à Taïwan. Puis, Dom, avec qui j'ai le studio SF, là. On était à Taïwan, puis on a appris qu'Oder revenait avec Jay du Temple à Bali. Puis lui était persuadé que si je faisais les auditions, j'allais être pris. Fait qu'on a fait un pari là-dessus. Fait que comme de fait, j'ai été pris. Puis, man, ça, c'est le plus grand saut dans le vide que j'ai fait de toute ma vie. Parce que j'avais aucun des critères que quelqu'un qui va à OD doit avoir. J'étais anxieux socialement. Je cherchais vraiment pas l'attention des gens. J'étais très solitaire. J'avais de la difficulté à parler aux filles. Comme juste, j'avais de la difficulté à cruiser dans un bar, mettons. Là. C'est vraiment pas quelque chose que je faisais. La séduction, ça m'intéressait pas. La cohabitation avec des gars, ça m'intéressait pas. Fait que tu sais, j'avais rien de quelqu'un qui allait aller là. Tu sais. Fait que ça a été un gros saut dans le vide. Dans le fond, j'avais écouté quelques jours avant de partir une entrevue à Hot Ones. C'est une série d'entrevues sur YouTube. C'est Sean Evans qui reçoit des gens puis il mange des ailes de poulet de plus en plus épicées pendant qu'il met l'entrevue. Okay. Il avait reçu Steve-O. Puis Steve-O, il disait que le gars de Jackass, puis il disait que dans toute
sa vie de jackass, dans le fond, il s'était donné une règle au début, puis c'était la règle du 1, 2, 3 go. Puis il dit, si tu reneges jamais sur un 1, 2, 3 go, c'est-à-dire si tu renonces jamais à un 1, 2, 3 go, puis qu'à go, tu fais whatever qu'il faut que tu fasses, ça devient une règle que tu peux jamais franchir. Ça devient une règle que tu peux jamais éviter. Mais la minute, par exemple, que tu le fais une fois, là, tu ouvres la valve pour ne plus jamais accepter cette règle-là. Fait que je m'étais dit, je m'en vais à OD, puis dès la minute 1, c'est 1, 2, 3 go, puis je le fais toujours. Fait que là, c'est comme, OK, les gars, speed dating avec les filles, dans 3 minutes. Puis là, OK, man, ça me tente pas, je suis gêné, ça me fait chier. 1, 2, 3 go. Puis là, tu vas faire le speed dating. Après ça, c'est OK, les gars, on fait... je sais pas c'était quoi qu'on avait fait le secondaire en spectacle. Puis là, OK, man, ça me tente-tu pas? Je sais que le Québec au complet va voir ça, ça me fend le cul. 1, 2, 3 go. Puis ça, c'est resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la patente, c'est resté 1, 2, 3 go. Puis, man, c'est comme ça que j'ai passé à travers l'émission complète. Ouais. Puis quand t'es allé aussi, j'ai lu quelque chose qui disait... je pense que t'es allé avec un peu l'idée de comme un journaliste, d'un peu d'aller là-bas. Ouais, je voulais essayer de voir... parce que moi, je travaillais sur ma maîtrise était sur Hunter S. Thompson, qui est un journaliste gonzo. C'est-à-dire qui s'intègre dans les sujets, dans le fond. Il a fait un livre qui s'appelle Hells Angels, où il est avec les Hells pendant 2 ans, puis il a écrit là-dessus. Fait que je me suis dit, ça serait intéressant. C'est vraiment ça qu'il a fait? Il est vraiment allé avec? Ouais. Fait que j'ai parlé à ma directrice de maîtrise. On s'est dit, c'est peut-être une bonne idée d'essayer de faire ça. Finalement, je suis arrivé là, puis, tu sais, au final, man, tu fais quelque chose 30 minutes par semaine, puis le reste de la semaine au complet, t'es dans une maison, à pas pouvoir sortir, à pratiquement pas parler, à jouer aux cartes avec d'autres gars. Là. Fait qu'il y a comme rien à... Il y avait comme rien à dire d'intéressant, je trouvais. Puis, c'est pas ce que tu t'étais imaginé peut-être au départ, justement. Tu sais, l'image qu'on a un peu de ça, quand tu le vois à la télévision. Ce que tu vois à la TV, tu sais, le monde, il voit ça, il écoute ça, puis il dit « Voyons, là, tu sais, il overreact donc ben, là, les gars qui se mettent à pleurer quand il y a un gars qui est éliminé, là, genre c'est juste un jeu, ils vont se revoir dans 2 semaines. C'est pas ça du tout. C'est tellement. Tout est tellement amplifié par ce là, tu sais, que tout est. C'est ça. Tout est plus intense, mais en même temps, quand tu reprends du recul, c'est tellement stupide. Puis, fait qu'il y a comme pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire là-dessus. Fait que ce projet-là est tombé à l'eau un peu. Ouais. OK. Ouais. Puis après, ça t'a amené, après OD, d'avoir un peu une plateforme, un effet de levier pour pouvoir un peu mener des projets que tu avais à cœur. Ouais, c'est ça l'affaire, mais tu sais, mettons, c'est pas comme si j'avais quelque chose que je voulais plugger là-bas. Là. T'es pas parti ça avec l'intention de faire ça. Ouais, mais j'avais rien à pousser vraiment. Tu sais, mes livres, ils sont dans des écoles primaires. Tu sais, j'allais pas vendre plus de livres en étant là-bas. Là. C'est pas comme Adamo, justement, qui avait une carrière de rappeur avant de partir. Fait que là, ça a juste propulsé son truc. Fait que moi, c'était vraiment plus pour l'expérience. Évidemment, tu sors de là, t'as des followers sur Instagram, man. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Ça amène des avantages puis des désavantages. Ça amène... Ouais, mais tu sais, man, je veux dire, tu peux faire 1000$ pour une publication une couple de fois. Après ça, tu trouves ça con. Moi, ça n'a pas été long. Là. Ça a pris 6 mois. Après 6 mois, j'ai eu un gros breakdown là, pendant le temps des fêtes. Plus comme un an plus tard, mettons. Un an plus tard, là, j'ai eu un gros breakdown parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire, man. Aller en voyage, prendre des photos, genre, man. Le lifestyle de l'influenceur. Ouais, ça me fait chier, ça. Moi, man, tu sais, c'est sûr que c'est cool parce que t'as des hôtels, man. Tu te fais payer des shit, mais honnêtement, moi, man, de prendre mon argent puis de, mettons, me payer un billet d'avion avec des auberges jeunesse en voyage, par exemple, mais pas avoir de compte à rendre à personne, ça vaut plus que de me faire payer pour faire ça. Parce que quand t'es là-bas, mettons, quand t'es là-bas, ou quand tu te fais donner quelque chose, puis il faut que tu fasses du contenu, puis il faut comme que... Tu sais, mettons, je vais donner un exemple.
j'ai décidé de continuer à le faire juste pour des trucs, mettons, comme New Balance, qui me donne des souliers pour un marathon, mettons. Parce que ça, je le fais quand même. Je le ferais quand même. Puis ça te ressemble dans le Puis fond j'en aussi. parlerais de mon entraînement. Tu sais, je montrerais mes sets au monde. Je montrerais mes entraînements au monde de toute façon, parce que c'est quelque chose que je trouve qui est le fun, parce qu'il y a plein de monde qui m'écrivent que ça les motive à aller s'entraîner et tout. Ça, je trouve ça super cool, tu sais. Mais, mettons, prendre une photo lifestyle puis montrer mon linge, je m'en calisse. Ouais. Ça, c'est un hoodie, man, que j'avais... J'ai acheté ça 3 ans avant OD, man. Puis c'est encore mon hoodie préféré que je porte tout le temps. Mes jeans, ils ont des trous dans les genoux, pas parce que je les ai achetés de même. Là. Parce que c'est mes jeans qui ont des trous dans les genoux. J'en ai rien à calisser, man, du linge. Puis là, je me demandais à moi-même de prendre des photos pour en parler. Man, à quel point j'étais loin de la personne que j'étais, tu sais. Puis c'est un tourbillon qui t'amène vite, puis tu t'en rends pas compte. Puis à un moment donné, tu te réveilles, puis tu fais tabarnak, man. Qu'est-ce que je fais là pour une coupe de 1000$? Man, c'est pas durable. Premièrement, c'est pas durable parce que là, tu vois, on le voit, là, tu sais, il y a un OD après nous autres, puis là, il y a plein de monde qui ont autant de followers, puis là, il va en avoir un autre avec plein de monde qui ont autant de followers, puis ça, tout ça, ça perd de la valeur, ça vaut rien, c'est pas une carrière qui est durable. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quoi, tu sais? Fait que, évidemment, tu sais, le studio n'existerait pas si c'était pas des followers que j'avais. Tu sais, notre sans fil podcast, ça n'aurait pas pogné autant si c'était pas des followers que j'avais, mais ça, c'est des projets de cœur que je trouve le fun de parler, puis les gens me suivent là-dedans. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Fait que ça t'a pris un temps pour t'adapter à pour réaliser la pression médiatique. Faire, ouais, c'est ça, pour savoir. Pour que le tourbillon s'en aille un peu. Ouais. Puis il a fallu frapper un creux pour un bas pour se rendre compte que c'était fini. Là, pour mettre la hache dans ça. Ouais, ça n'a pas été le fun nécessairement pendant une couple de mois. Là. Ouais. Mais après ça, on fait un projet qui tient à cœur puis ça repart l'autre bord. Nice. Si on parle de... justement, t'es quelqu'un qui est un peu, pas paradoxal, mais t'as certaines contradictions un peu dans contradictions, si on regarde d'un point de vue extérieur, là, quelqu'un qui a écrit de la littérature pour les jeunes, que des fois, je t'ai vu porter des chandails de Metallica, t'aimes le heavy metal, t'es un gars qui tire pas dans tous les sens, mais qui a des intérêts assez vastes. Ouais. Je veux savoir, c'est quoi justement ton point de vue là-dessus? Comment que tu vois ça, toi? Ouais, ben moi, man... c'est une bonne question. Tu sais, les livres que j'ai écrits pour les jeunes, mettons, il y a un projet que j'ai fait qui s'appelle les trousses de lecture. Puis c'est des textes gradués pour le 2e, 3e cycle du primaire. Puis j'en ai fait un aussi pour les secondaire 1, secondaire 2. Puis ça, mettons, le monde qui lise ces histoires-là, puis ces textes-là que j'ai écrits, verrait pourquoi je porte un T-shirt de Metallica, mettons. Là. Parce que c'est pas enfantin ou c'est pas comme on peut penser l'écriture jeunesse, mettons. Là. Tout est flyé. Puis moi, j'ai jamais pris personne pour des caves. Là. J'ai jamais pris les jeunes pour des caves parce que moi, j'aurais aimé ça lire ce genre de texte-là. J'ai jamais essayé de niveler vers le bas, la compréhension, niveau, là, exact. Puis, fait que, tu sais, moi, je vois pas ça vraiment comme une contradiction, plus que comme, man, choisis qu'est-ce que tu fais, tu sais. Sois toi-même, puis that's it. Puis, une affaire que... là, je veux pas... Ça va peut-être paraître prétentieux, condescendant. Ce sera pas la première fois qu'on me reproche ça. Tu sais, moi, mettons, je porte un coton watté de Ride the Lightning de Metallica. Puis, je le porte pas pour ce qu'il représente. Je le porte parce que c'est mon album préféré de Metallica. Puis, je pourrais te nommer toutes les tunes dans l'ordre. Quand je vois des gens porter, par exemple, un T-shirt de Peace of Mind d'Iron Maiden, clairement acheté au H&M avec des coups de ciseaux dans le cou, là, ici. Là. Puis que ces personnes-là sont pas capables de... Ils savent pas c'est quoi Iron Maiden. Ils seraient pas capables de me dire c'est quoi Peace of Mind, c'est quoi l'album, c'est quoi le truc. T'sais. Ça, c'est pas être soi-même.
c'est pas être soi-même, tu sais. Puis c'est s'approprier quelque chose juste pour que ça représente. Puis ça, j'ai plus de misère avec ça. J'ai pas de point à faire avec ce que je suis en train de dire. Là. Mais c'est intéressant. Mais juste, je trouve ça... Tu sais, t'es pas... Mettons, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé Star Wars que t'es obligé de faire comme si t'avais aimé Star Wars. Si Star Wars, ça t'a pas marqué, si c'est pas quelque chose que t'as écouté étant jeune, t'es pas obligé d'avoir aimé ça. Si toi, à la place d'écouter Star Wars, tu tripais sur... je sais pas, man, NSYNC. Je m'en calisse. Ça me dérange pas. Genre, NSYNC, ça peut être hot aussi, là, tu sais. Puis même si tu tripais pas sur la culture populaire... En tout cas, tout ça pour dire que... Il y a beaucoup de... Je sais même pas pourquoi tu dis ça. Il y a beaucoup d'images dans la culture qu'on connaît qui sont galvaudées, qui sont utilisées à toutes les sauces pour plein d'affaires. Moi, je dis juste, man, assume quitter, puis ça va être pas mal mieux. Comprends pourquoi tu fais les choses aussi, d'une certaine façon. C'est de comprendre le sens en arrière de ce que tu fais, puis d'essayer de vivre avec un certain sens, puis ou juste assumer qu'il n'y en a pas vraiment. Tu sais, ça peut être ça aussi. Tu sais, moi, man... je sais pas, je pense encore à mon coton watté Ride the Lightning. Là. C'est mon coton watté préféré. L'autre jour, ma blonde, elle voulait le prendre pour sortir de la maison. Tu as dit non, j'espère. J'ai dit non. Ouais. Mais j'ai pas dit non parce que je voulais pas qu'elle brise mon coton watté. J'ai dit non parce que tu le porterais. Pourquoi? Tu le porterais pourquoi? Pourquoi tu porterais ce coton watté-là qui a eu aucun impact dans ta vie, tu sais? Juste pour avoir un coton watté trash, tu sais, métal. Ouais. Non, c'est pas ça. Nice. Puis sinon, Nice. Mais côté musical, justement, t'es-tu diversifié? T'aimes-tu juste le métal? Moi, j'aime tout ce qui est bon. Okay. J'aime tout ce qui est bon. Puis je m'en calisse, c'est quoi, là, tu sais, que ce soit... j'ai trippé bien gros, man, sur le dernier album de Metallica, même s'il y a beaucoup de monde qui bâche le nouveau Metallica à partir du Black Album. Moi, j'ai adoré ça, man. J'ai adoré autant ça que le dernier album de Frank Ocean, Blonde. Cet album-là est débile mental. Mac Miller, je trippe sur ce qu'il a fait. Tu sais, je trippe vraiment sur 1 million d'affaires. Tant que c'est bon, ça me dérange pas. T'sais, j'ai vraiment aucun... C'est sûr que il y a des trucs marquants dans ma vie. Tu sais, justement, Ride the Lightning de Metallica, c'est probablement l'album que j'ai le plus écouté en m'entraînant. Comme des fois, j'étais avec Gab, shout out à Gab, mon pote au Rouge et Or. On s'entraînait comme des estis de mongols dans la salle de muscu, puis on se claquait d'en face en écoutant ça, là, pour se craquer avant de bencher ou de faire des pull-ups là, dans le temps où j'avais pas la physionomie que j'ai aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Ça, c'est sûr que ça a une place importante pour moi. Iron Maiden, c'est un band. C'est mon premier band que j'ai vu live. Puis, Metallica ou Iron Maiden? Là, les Iron deux. Maiden, c'est le premier band que j'ai vu live. Okay. Metallica, c'est peut-être le band que j'ai le plus écouté. OK. Ouais. Nice. Puis, sinon, présentement, votre projet, parle-moi un peu de ça. Vegan mais pas plate. C'est quoi l'intention en arrière de ça? C'est, où est-ce que ça s'en va? Puis... Vegan mais pas plate. Ça a commencé en étant juste un livre de recettes. Puis ça a transcendé un peu ça. Parce qu'on s'est rendu compte que ça allait être probablement la chose la plus importante dans les prochaines années. Principalement l'environnement, pour des raisons environnementales. Puis personne ne va en parler nécessairement, à moins que nous, on en parle. Nous, là, je parle pas juste de moi et ma blonde, mais je parle de tout le monde qui est vegan. Parce que on sort, là, hier, c'était l'élection fédérale. De toute la campagne électorale, il n'y a personne qui a parlé de véganisme. Ça n'a pas été mentionné une fois. Tout le monde parlait taxe carbone, électrification des transports, pipeline. L'environnement est un enjeu central dans cette élection-là. La réduction des gaz à effet de serre. Puis quand tu considères ça, l'industrie des transports dans son ensemble, fait que là, tu comptes tout, là, avion, train, bateau, camion, auto, tout ce qui est l'industrie des transports compte pour 13% de l'émission de gaz à effet de serre mondiale. L'élevage animal contribue à 14%. Fait que c'est le plus grand pollueur
mondialement de la planète. Ça contribue à 70% de déforestation mondiale. Ça contribue évidemment à la pollution dans les eaux, le gaspille d'eau, le gaspille point. Puis, il n'y a personne qui en a parlé. Personne qui en a parlé, man. C'est le plus grand polluant mondial. L'environnement était sur les lèvres de tout le monde. Personne n'a parlé de ça. Puis j'écrivais justement un article, parce que là, on a un site web qui s'appelle Vegan mais pas plate. J'écrivais un article de blog à ce sujet-là. Il y a une seule personne qui a parlé contre l'industrie agroalimentaire, puis c'est Maxime Bernier. Il ne l'adressait pas comme moi je l'aurais adressé. Ce que lui disait, c'est qu'il reprochait aux producteurs laitiers d'être une sorte de mafia qui contrôlait l'import, l'export pour la demande puis réguler l'offre. Ce qui s'est passé, c'est que les producteurs laitiers ont mené une campagne de salissage débile contre Maxime Bernier. Ils ont subventionné à côté la campagne du candidat conservateur en Beauce qui a défait Maxime Bernier finalement. Fait que Maxime Bernier aurait peut-être perdu quand même, puis je souhaite qu'il aurait perdu malgré ça. T'sais, il est tellement un imbécile sur plein d'affaires il est quand même prêt à Greta Thunberg. Non, c'est ça. Aussi, sauf que le seul qui a levé une question contre un lobby, le lobby des produits laitiers, s'est fait rincer par ce lobby-là. Dans un comté dans lequel il était très fort. Ça veut... Imagine, là, OK? Blanchette, du Bloc québécois, dit « Hey, on veut s'attaquer aux producteurs de porc ou aux producteurs de bovins au Québec ou au Canada parce que c'est les plus grands polluants du monde. OK? Est-ce que tu penses que le Bloc aurait été élu comme il a été élu hier? Oublie ça. Possiblement pas, ouais. Oublie ça. Si lui, il dit « Hey, OK, je vais donner des solutions concrètes, man. » On met une taxe sur les produits d'origine animale. Même principe qu'une taxe carbone. On met une taxe là-dessus. Hey man, l'électorat, ils font fuck you, mange de la marde. Les lobbies de producteurs de viande font fuck you, mange de la marde. Tout le monde passe à autre chose. Puis le politicien qui a ces idées-là, c'est un suicide politique. Fait que, parce que c'est un sujet qui est tellement précieux à tout le monde. Là. L'alimentation, c'est tellement quelque chose qui est proche de nous autres. Là. Hey, ils me diront pas de couper dans le steak. Fait que si personne sur la sphère politique est capable de prendre, même pas le Parti vert, même pas le Parti vert qui se disent environnementalistes, sont capables de prendre une position contre le plus grand polluant mondial. Fait que c'est qui va le faire? C'est qui va parler de ça? Greta est végane. Okay? Greta est végane. Greta apprend aussi le bateau pour traverser de l'Europe jusqu'ici pour émettre le moins de gaz à effet de serre possible. Le monde, les 500 000 personnes qui marchaient dans la rue là, pour l'environnement, là, combien tu penses qu'il y en a qui sont véganes là-dedans? Pas la majorité. Man, ça doit être un 10% gros max. Gros max. Ça fait quand même 50 000 personnes, fait que j'exagère sûrement. Fait que, tout ça pour dire... Mon point, c'est pas... Puis le point de vegan mais pas plate, l'objectif, c'est pas de dire on veut que tout le monde soit vegan. Tu l'as dit tantôt, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Je considère malgré tout que bien encadré, ça pourrait fonctionner pour tout le monde. Quelqu'un qui veut avoir une diète keto peut l'avoir vegan. Quelqu'un qui veut avoir une diète sans carbs peut l'avoir vegan. Tu sais, toutes les diètes se portent au véganisme. Mais c'est pas ça le point, tu sais. Le point principal, c'est de faire réaliser au monde que tabarnak, admettons que tout le monde est vegan une journée par semaine, c'est comme s'il y avait 1 milliard de véganes sur la planète Terre. On s'en sortirait déjà crissement mieux, tu sais. Fait que vegan mais pas plate, c'est un peu ça. C'est de dire, tu peux être vegan à ton rythme. Tu n'es pas obligé d'être 100% demain matin, là. Mais sois au moins conscient de tes choix. Sois au moins conscient de tes choix. T'es un bon vendeur, puis je pense que t'as des bonnes motivations parce que je t'écoute parler, puis ça me donne le goût. Là, mais. Tu sais, mettons. Il y a du monde qui disent ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de nos producteurs qui élèvent de la viande dans leur champ? T'sais. Tout le monde a un ami qui a une ferme. Moi, mon ami, mon plus vieil ami, Guillaume, qui habite à Chicoutimi, il a une ferme. Il aime ses vaches, ses animaux. Il les traite bien.
il n'est pas, en tant que tel, un énorme polluant. Il ne déverse pas des quantités d'eau pleines de marde dans les rivières. Il respecte tout ça. Pour l'environnement, c'est beaucoup moins pire. Si on voulait continuer à manger autant de viande qu'on en mange aujourd'hui, mais de façon durable, comme la ferme du coin, là, ça prendrait 3 fois la surface de la planète Terre pour nourrir la population complète. Peut-être aussi, il y a quelque chose qu'il faut tenir en compte, c'est les statistiques comprennent le gaspillage. Puis, tout à fait. Moi, j'ai été à l'école à l'ITHQ en restauration, puis on étudiait un peu le problème du gaspillage sur la planète, puis environ 50% et plus de la bouffe qui est produite, toutes sphères confondues. On parle même des légumes, des animaux qu'on élève pour finalement qui finissent dans un IGA. Oui, le tiers des animaux qu'on élève sont jetés. Ouais. Ça, c'est quand même un problème qu'on peut s'attaquer aussi. Puis que juste ça va pas déplaire à personne. Ça déplaît pas à celui qui en mange de la viande, ça déplaît pas à celui qui veut pas en manger non plus. C'est stupide d'élever quelqu'un, puis un tiers, on le garoche au poubelles. Exactement. Le gaspillage alimentaire, c'est énorme. Maintenant, il y aurait le contre-argument de dire qu'il y a le gaspillage des ressources aussi. Là, ça prend 15 500 litres d'eau pour 2 livres de viande. Ça, man, si tu fais le calcul comme du monde, là, c'est de l'eau en tabarnak, man. Ouais. C'est de l'eau en tabarnak. Fait que, mais je suis d'accord avec toi, le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qu'il faut s'attaquer aussi, définitivement. Ça part sûrement par l'éducation à cuisiner, comme du monde, à être capable de s'ajuster avec ce que tu... Mettons, un légume qui est moins beau à l'épicerie, tu peux quand même l'acheter dans une fruiterie. Tu peux aller magasiner à des places où c'est des fruits et des légumes qui sont discartés par les épiceries IGA, Provigo parce qu'ils sont pas beaux. Tu peux quand même les cuisiner. Un légume qui devient mou, là, je sais pas si tu as déjà vu des céleris, man. Des céleris, quand ça reste trop longtemps dans le frigo, là, ça fait genre comme une queue molle. Là. Puis ça, man, tu peux faire des potages avec ça. Tu peux faire tout. Tu peux même le remettre dans l'eau puis tu deviens exact, ouais, c'est ça. Tu peux faire tout avec ça, man. Pour répondre à la question concernant le vegan, mais pas place, c'est un peu ça. C'est un peu de dire, man, soyez plus intelligents avec vos façons de consommer. Tu sais, hey, combien il y a de monde qui prennent leur vélo pour aller à la job, par souci environnemental? Là? Mais man, on s'entend que prendre ton vélo et faire 10 km le matin, 10 km le soir en vélo, c'est calissement plus chiant que de changer d'aller à l'épicerie pour un impact qui est plus grand au final sur l'environnement. T'sais. Fait que le monde a la tête à la bonne place. Le fait que la campagne électorale ait porté sur 2 affaires, l'environnement puis la loi sur la laïcité, ça prouve que l'environnement est sur les lèvres des gens puis dans la tête des gens. Maintenant, comment convaincre les gens ou comment expliquer à tout le monde que c'est pas juste d'avoir un char électrique, t'sais, mais que c'est une bonne étape. Et un char électrique, je suis down avec ça. Là. Mais c'est pas la seule affaire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire au quotidien. C'est un changement qui est super simple. Le livre de recettes Vegan mais populaire, 85 recettes simples et efficaces, savoureuses. C'est facile à faire. Cool. Puis là, maintenant, vous êtes rendu aussi, au moment où ça va sortir en 2020, peut-être vous êtes rendu dans les épiceries, dans les... Optimalement, là, où est-ce qu'on se parle présentement. Oui, exact. Ça, c'est un autre projet. En ce moment, on a pesé les pour et le contre pour ce projet-là parce que c'est des mets surgelés en épicerie. Ça contribue à la pollution si c'est pas fait comme du monde. Parce que c'est tous des trucs qui sont 100% recyclables pour un 360 complet. En ce moment, on travaille sur... Là, je te parle des contenants de nos plats. En ce moment, on travaille sur un contenant qui va être biodégradable. Fait que, optimalement, on va voir ça au moment où est-ce que le monde écoute ça. Peut-être pas encore, on ne sait pas. Parce que ça implique beaucoup d'autres contraintes, principalement monétaires. Là. Parce qu'on va avoir un produit que les gens n'auront pas l'impression de payer 4 fois le prix pour... Sauf que ce que ça amène, par exemple, c'est justement la question du gaspillage alimentaire. Quand tu achètes quelque chose qui est surgelé, c'est plus frais que ce qui est dans l'allée du frais. Parce qu'au moment où est-ce que c'est recueilli puis que c'est cuisiné, c'est mis sous vide, surgelé, puis ça reste comme ça. Puis ce que tu consommes, c'est
n'y a rien qui a été gaspillé dans ce que toi t'as. Fait que c'est une bonne façon de lutter au gaspillage alimentaire. C'est une bonne façon de faciliter une transition vers le véganisme ou vers, du moins, le végétarisme. De dire à quelqu'un, hey, t'as peut-être pas le temps de cuisiner, mais il y a cette option-là qui est beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Évidemment, moi, je vais toujours prôner de cuisiner. Je vais toujours dire cuisiner chez vous. Faites du meal prep le dimanche. Puis, dans un monde où est-ce qu'il y a infini de ressources, infini de temps, infini de tout le monde ferait ça. Mais c'est pas le cas. Fait qu'on a lancé ça. On a un roadshow au Costco le 29, ce mois-ci. Optimalement, quand les gens vont entendre ça, on va être un peu partout. Nice. Avec ça. C'est un gros projet, man. Cool. Ça s'enligne dans ce qu'on veut faire. Rendre ça simple. Rendre le véganisme simple, man. Puis le monde, ils sont pas fermés à l'idée de... Pas beaucoup de monde qui sont fermés à l'idée de goûter à des trucs qui sont bons. Exact. Man, si c'est bon. Non, en fait, moi, même si je suis pas vegan, je cherchais des solutions pour des plats préparés surgelés vegan. Il y a à peu près 6 mois. à Boucherville, au Costco, tu viendras prendre une coupe de sac. Ça va nous aider. Fait que, non, c'est ça. Puis, je pense que vous avez un bon point, vous avez un bon produit. Puis, la demande est là, je crois, en tout cas pour ça. Puis, on est rendu là. Ouais, je pense que oui aussi. Puis, moi, je suis pro, justement, de limiter la quantité de viande qu'on mange. Puis, surtout aussi, comme tu dis, le problème de gaspillage. Ça en est un gros que ça peut éviter. Puis, c'est quelque chose que tu gardes dans ton congélateur. Puis, ça t'empêche pas de cuisiner quand même. C'est au moment où tu n'as pas le temps, justement, tu le sors. Puis, exact. Exact. Ça facilite la tâche. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui peut paraître complexe là, pour quelqu'un qui s'y connaît pas ou quelqu'un qui n'a pas de repère ou pas de base. Là, quelqu'un qui a toutes les bonnes intentions du monde, mais qui ne sait pas par où commencer. Ça, c'est une bonne façon par où commencer. T'sais. Nice. Fait que, non, man. Fait que ça, c'est le projet. C'est hot. Cool. Puis cette idée-là, dans le fond, tu développes ça avec ta blonde Jessie aussi, dans le fond. Oui, exact. C'est elle, dans le fond, qui m'a introduit au véganisme, qui m'a parlé de tous ces enjeux-là. Puis, la minute que j'ai commencé à faire des recherches, comme je te disais tantôt, tu te dis, tabarnak, pourquoi on parle pas de ça? il y a ça, tu vas aimer ça, toi, sûrement. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle The Game Changers. C'est un documentaire qui est produit par James Cameron, le gars qui a fait Avatar, Titanic. Il y a Lewis Hamilton, Novak Djokovic, qui sont producteurs exécutifs de cette affaire-là, qui sont 2 athlètes végétaliens. Dans le fond, ça suit un combattant de UFC qui se blesse puis qui commence à s'intéresser à l'alimentation. Puis ça commence parce qu'il tombe sur un article qui vient d'être publié, en fait, ou qui venait d'être publié au moment où est-ce que le documentaire a commencé. Puis ça disait que les gladiateurs étaient fondamentalement, ou à quelques exceptions près, végétariens. Puis ils ont réussi à trouver ça en testant les os des gladiateurs. Puis là, lui, il se dit, OK, tous les combattants les plus féroces de l'histoire, qui étaient des légendes, là, étaient végétariens. Puis là, il se pose des questions, il ne comprend pas. Fait que là, il fait sa recherche, puis on le suit dans tout le documentaire. Puis une des affaires qui est fucking intéressante dans ce documentaire-là, c'est qu'à chaque fois qu'il cite une étude, le lien vers l'étude est en bas. Tu peux retrouver les liens vers toutes les études sur le site web du film. Puis, man, c'est littéralement un game changer. C'est fou, là. Arnold, il est dans ce film-là. Là. Il est producteur exécutif Arnold. Aussi. Ouais. Puis lui, dans le fond, tu sais, lui, il a grandi, man, à se faire dire que les végétariens, ils étaient faibles. Puis même lui, là, il est assis dans son bureau puis il réalise que ça n'a aucun sens. Que c'est une fausse croyance. Hey, il défend les mythes. Il explique que, tu sais, la diète, il appelle ça paléo, là, ou est-ce que c'est juste de la viande? Qu'on relie à l'époque paléolithique, là, des hommes de Cro-Magnon. Ils ont retrouvé des sites aujourd'hui parce qu'on pensait que les hommes de Cro-Magnon ne faisaient que consommer de la viande. Parce qu'on retrouvait à côté de leurs encampements des os d'animaux. Puis là, ce qu'ils ont réalisé, c'est que, mais dans le fond, les végétaux, c'est parce qu'ils
ils se désagrègent avec le temps. Fait que c'est sûr qu'on les retrouve pas. Mais là, on trouvait une façon de retrouver sur ces sites-là, d'aller voir qu'est-ce que les hommes de Cro-Magnon mangeaient réellement. Puis c'était à proprement parler des végétariens aussi. À part quand ils réussissaient à tuer, mais c'était rare. Parce que les végétaux étaient à portée de main. Puis là, il explique à tous les points de vue, là, autant pour l'environnement que pour l'éthique animale, que pour la santé, que pour les performances dans le sport, tout ce que ça peut changer. Il y a un bout, man, tu sais, le gras animal, fait que le gras trans et le cholestérol qui sont présents dans les produits d'origine animaux sont principalement les raisons pourquoi les gens font des crises de cœur. Des gens qui ont une diète végétalienne à 100% ont zéro risque, même si c'est héréditaire. Mettons, il y a le docteur Junot à l'Institut de cardiologie de Montréal qui, lui, il reçoit des patients qui font des ACV, des crises cardiaques. Puis de ces patients qui sont allés à 100% végétalien, il y a zéro taux de rechute. 0%. 0%, man, c'est zéro personne. Okay? Puis, fait que c'est tout ça pour la circulation sanguine. Okay? Ils font une étude dans le film là, avec 3 athlètes NCAA aux États-Unis. Fait que des athlètes étudiants universitaires aux États-Unis. Ils leur mettent un anneau à la base du pénis puis au bout du pénis. Ils calculent dans la journée même. Okay? Il y a une journée où est-ce qu'ils mangent un burrito avec de la viande. Le lendemain, ils mangent un burrito sans viande. Okay? Ils calculent la dureté de leurs érections pendant leur sommeil puis la quantité d'érections. Okay? Puis les chiffres sont ahurissants. Là. La journée où est-ce qu'ils ne mangent pas de viande, leurs érections sont beaucoup plus dures puis ils durent à peu près 3 fois le temps. Man, ça, c'est ce que tu manges la journée même. Fait qu'imagine sur le long terme. C'est fou. The Game Changers, man, sur Netflix. Tu finis que t'es tout le temps bandé, dans le fond. T'es tout le temps bandé. Okay, hein. T'es tout le temps bandé. Je me demandais pourquoi t'avais une bosse dans tes pantalons en arrivant, mais là, 100% du temps. Mais tout ça pour dire, man, c'est fou ce documentaire-là. Okay. Je l'ai écouté avant hier, c'est pour ça que j'en parle aussi avec passionnément, passion, là, ouais. mais c'est fou. Mais je peux pas m'empêcher, puis je trouve ça fascinant qu'elle t'amène, mais je peux pas m'empêcher de faire un peu l'avocat du diable. Parce que moi, j'ai lu des études contraires à ce que tu dis. Puis, tu sais, je peux te citer des sources aussi de recherche que tu peux faire pour aller voir un peu le contre-argument de ça. Parce que quand on regarde, puis ça, c'est une nouvelle information que tu m'amènes, qui est de dire que nos ancêtres mangeaient pas de viande. Ça, je doute un peu de la il en mangeait quand il y en avait. Parce que, tu sais, c'est ça, si tu y penses, là, mettons, dans le nord de l'Angleterre, où tu es en Angleterre en plein hiver, tu retournes 2000 ans en arrière, ils ne poussent pas vraiment d'arbres en hiver. Tu sais, je veux dire, non, de végétaux. Non, il n'y a pas beaucoup de monde qui habitait là non plus. Oui, mais tu sais, à plusieurs endroits dans le monde, il y a du monde qui habitait dans des zones où est-ce que l'hiver, c'était très rude. Puis, tu sais, tu n'avais pas accès vraiment à des végétaux, à des fruits, tout ça. Fait que d'être vegan, c'est un peu difficile dans ces conditions-là. Ben, définitivement, encore aujourd'hui, dans les Inuits, ils mangent pas de végétaux. Là, exact. Puis c'est de tenir en compte là, quand tu prends un chercheur comme Weston Price qui a écrit des livres sur justement l'alimentation, puis il a recherché beaucoup, il a fait beaucoup de recherches sur les civilisations puis la façon qu'on se passe nos gènes, parce qu'on veut pas, on a un bagage génétique de nos ancêtres qui nous a été transmis via la reproduction, puis pour être en santé, pour être capable de survivre dans un climat justement où, comme tu dis, les Inuits qui sont dans le Grand Nord ou différentes régions dans le monde, que c'est prouvé, il y avait des civilisations dans le passé qui étaient là, qui ont vécu, qui ont prospéré, qui ont été capables de se reproduire, puis qu'on soit là aujourd'hui, en fait. Ben, c'est pas nos ancêtres à nous, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Nos ancêtres à nous, c'est pas eux qui étaient dans les régions arides. Là. Ben, ça dépend. Nos ancêtres à nous qui étaient en Europe, c'était pas eux autres. Là. Ben, même dans le nord de l'Europe, là, on parle de la Norvège, on parle à différents endroits dans le monde. Puis c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où est-ce que c'est difficile de retracer ta génétique parce qu'il y a tellement eu de mélange avec la globalisation du monde. Puis tout le monde qui sont partis vivre un peu partout, tu peux avoir, tu retraces ton arbre génétique, tu peux avoir 26 différentes nationalités qui viennent de différentes régions dans le monde. Fait que ton bagage génétique est extrêmement complexe, ce qui fait que tu peux pas nécessairement dire, regarde, tout le monde peut être vegan, ou tout le monde peut juste manger de la viande, ou tout le monde peut juste, parce qu'il y a eu tellement de mélange, parce que tu sais pas exactement de où vient, vient ta descendance. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, que c'est sûr et certain que c'était des origines vikings, par exemple, possiblement que tes ancêtres consommaient beaucoup plus de viande que si c'était des origines africaines. Ça, c'est sûr et certain.
Par contre, je pense qu'en Occident, ici, on peut, nous, en voyant du moins la couleur de nos peaux, nos traits, considérer qu'il y a un plus grand bagage génétique qui vient de zones comme la Grèce, l'Antiquité romaine, la Rome antique. Après ça, dans le Moyen Âge, tout ce qui est France, Angleterre, où est-ce que c'était des terres qui étaient très fertiles puis qui étaient très possibles de... C'est sûr que si on commence à penser à l'exception tout le temps pour soulever la règle, c'est sûr qu'on peut tout le temps trouver quelque chose. Là, en ce moment, si moi je te dis, en 2019 maintenant, c'est plus nécessaire de consommer de la viande, puis que tu commences à me dire, ouais, mais les Inuits, eux autres, je comprends. Parce que les autres, c'est nécessaire. Ouais, mais sans nécessairement aller aux Inuits, moi, personnellement, je l'ai essayé plusieurs fois d'être vegan, puis je file pas bien. Je me sens pas bien physiquement, mettons, tu sais, fait mais je fais attention à ma consommation de viande. Je m'assure d'aller chercher des sources de viande, justement, qui sont élevées de façon responsable, tout ça. Puis moi, j'ai lu des livres intéressants. Un, entre autres, que je recommande fortement à tout le monde qui s'intéresse un peu au sujet, c'est The Metabolic Type Diet. Ça a été écrit par un chercheur, maîtrise, tout ça, aux États-Unis, chercheur à Harvard, qui est un gars très, très reconnu. Puis là-dedans, il t'explique justement un peu comment découvrir, toi, ton type de métabolisme. Qu'est-ce qui est l'idéal pour toi? Tout à fait. Puis selon ces chercheurs-là, il y a 10% des gens qui seraient propices à avoir une diète seulement végétarienne. Fait que 10% de la population mondiale aurait vraiment comme leur corps, si on veut, idéalement, il est fait et propice pour ça, pour ce type d'alimentation-là. Fait que, mais je suis pas quelqu'un qui veut pousser contre ce mouvement-là parce que je pense que justement, les enjeux environnementaux sont pratiquement plus importants que quasiment qu'est-ce qu'on peut vivre, mais c'est juste pour amener... Parce que tu digères mal les légumineuses, on s'entend que c'est pas très important. Oui, c'est ça. Mais des fois, ça va plus loin que des gaz. Pour certaines personnes, ça peut aller même jusqu'à créer des maladies. Ça peut aller jusqu'à... Ça, tu m'en avais parlé la dernière fois, puis j'avais fait des recherches après, puis j'ai pas trouvé ce dont tu parlais, parce que Harvard, il y a le Nutritional Journal of Harvard qui ont fait une méta-analyse de plus de 530 études sur les diètes, puis ça j'ai pas vu ça. Je vais t'envoyer les sources par après. On s'en reparlera. Parce que ça m'intéresse, c'est sûr, parce que j'ai recherché là-dessus, puis les métabolismes peuvent être différents. Je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a beaucoup de façons de manger végétalien, Il y a beaucoup de façons. Comme je te disais tantôt, tu peux être keto puis végétalien. Tu peux être sans carbs puis végétalien. Tu peux être haut en gras, bas en protéines. Tu peux tout faire de façon végétarienne. Fait que je sais pas. Tu sais, techniquement, dans la protéine animale, en fait, dans la viande, il y a deux affaires qu'il n'y a pas dans les végétaux. Du gras trans et du cholestérol. Il y a certains cholestérols qui sont essentiels pour certains types de métabolisme. Oui, puis ça, tu peux en avoir dans les avocats, par exemple. Puis après ça, il y a des protéines complètes. Mais des protéines complètes, tu les retrouves dans les végétaux. Fait qu'il y a comme rien... Tu sais, de dire ça, il faut que ce soit vraiment bien backé parce que il n'y a rien que tu peux pas remplacer. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si... tu sais, on voit, mettons, tu dis comment tu peux développer, mettons, une masse musculaire sans viande. T'sais. Puis là, tu regardes les animaux les plus forts, les plus musclés, ils ne sont pas carnivores. Les gorilles, les éléphants, les girafes. Mais on pourrait regarder un lion. On pourrait comparer. Je veux dire, on pourrait regarder un lion, puis si on commence à comparer un lion avec notre anatomie à nous, on se rend rapidement compte qu'on n'a rien à voir avec un lion. Même chose pour l'autre exemple que tu parlais d'un éléphant. Les tubes digestifs des éléphants, les mâchoires des éléphants qui se promènent sur le côté et non juste comme ça, c'est des affaires qu'on a en commun avec les éléphants, avec les gorilles. Les lions, non. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Puis il en parle beaucoup dans Game Changer, justement, de la biologie. Nous, on a un estomac qui est beaucoup plus long que les carnivores, les dits carnivores, c'est-à-dire les chats, les félins, ces affaires-là, qui eux ont un tube digestif vraiment moins long pour consommer de la viande ultra rapidement, alors que des grains, ça prend beaucoup plus de temps à digérer. C'est la raison pour laquelle l'estomac est beaucoup plus long. Ouais. L'estomac, par contre, selon mes recherches, puis tout ça, l'estomac est différent d'individu en individu. Tu peux avoir des gens qui ont un tube digestif qui va être 20 pieds de long, il y en a d'autres
ça va être 42 pieds de long. Au même titre qu'il y en a qui ont des pénis de 12 pouces, puis d'autres qui en ont de 6 pouces ou 3 pouces. Ouais. Mon point est final... juste pour dire, c'est juste pour amener de dire que faut juste considérer que peut-être ça peut pas être nécessairement pour tout le monde, puis c'est propre à chacun à ton métabolisme. Puis il y a peut-être des gens pour qui c'est pas optimal, si on veut, pour eux. Moi, je crois que bien fait, avec un suivi, c'est optimal pour tout le monde. All right. Ça, je suis persuadé de ça. Moi, je suis prêt à l'essayer si tu veux faire un test sur quelqu'un. Moi, j'aimerais ça. Ce que j'aimerais vraiment, en fait, puis ça, c'est la même chose pour tout le monde qui écoute puis qui a ce discours-là de dire « c'est pas pour moi ». J'invite tout le monde qui a ce discours-là à essayer de le faire avec un suivi en proximité avec une nutritionniste qui fait ça, ou un ou une nutritionniste qui fait ça, puis il y en a de plus en plus. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Puis tu sais, ça, je crois vraiment qu'avec un ou une nutritionniste qui suit tes avancées, puis mettons, toi, tu dis, OK, après une semaine, tu arrives, tu dis, hey là, je sens que je manque de ça. OK, prise de sang, on check. Est-ce que vraiment tu manques quelque chose ou c'est juste l'effet placebo de il manque de viande? Puis si dans ton sang, puis dans ton niveau d'énergie, c'est des affaires qui se calculent. Si sur papier, il te manque de quelque chose, ça va être extrêmement facile de trouver comment le remplacer. Parce que moi, c'est ça l'affaire, c'est que je crois pas, c'est qu'il n'y a rien dans la viande qui se remplace pas. C'est ça le problème que j'ai avec ce genre de discours-là, parce que ça fait aucun sens. Comme ça se peut pas, tu sais. Moi pour te dire, je suis pas scientifique. Fait que je pourrais pas t'amener exactement tous les points qui font que. Mais dans les études que j'ai lues aussi, j'ai vu des témoignages de gens qui ont été véganes pendant 15 ans, puis que, ils ont eu des problèmes de santé qui ont été développés à cause de ça, tu sais. Fait que. Qui ont été développés, puis qui ont mis la cause sur ça. C'est ça l'affaire. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui suivent des trends. Là. Je sais pas si tu vois ça, de comme Why I quit being vegan after 3 years. Là. Non, parce que là, c'est comme là, je me sentais pas bien. Mais ça reste dans le domaine de l'ésotérisme. Puis l'ésotérisme, c'est d'étudier des trucs qui s'expliquent pas scientifiquement. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec ça. De dire, mettons, moi, de dire je me sens pas bien quand je fais ça, fair enough. Tu as le droit. Maintenant, est-ce que tu es capable de me l'expliquer? Est-ce que tu es capable de me l'expliquer à part en disant seulement c'est pas pour moi? Tu sais, mais ça, c'est dans tout aussi. Tu sais, mettons que, je sais pas, man, j'imagine, je vais aller complètement ailleurs pour illustrer l'ésotérisme. Tu sais, j'imagine ma blonde qui se pogne un autre gars, OK? Ça me fait me sentir pas bien. Est-ce que je peux l'expliquer? Non. Je peux pas l'expliquer. Je peux comprendre mon raisonnement. Je peux dire ça me fait me sentir pas bien, fait que je vais plus faire ça. Mais je peux pas l'expliquer. Fait que tu sais, c'est comme c'est juste de baser quelque chose sur un feeling alors que scientifiquement, man, comme la plus grosse analyse menée sur la nutrition pointe dans cette direction-là. T'sais. Fait que je comprends ce que tu dis de toi, tu te sens pas bien quand tu l'as essayé. Est-ce que tu as été capable d'expliquer pourquoi? Ou tu as juste fait « je me sens pas bien, fait que je vais pas le faire ». Tu comprends? Mais si tu me dis « je me sens pas bien », puis tu vas voir un spécialiste, tu dis « OK, prenons une prise de sang. Est-ce que je manque de quelque chose? Est-ce que je suis en carence en quelque chose? Est-ce que mon corps, en ce moment, c'est juste une réaction parce qu'il ne s'habitue pas à quelque chose? Ou c'est parce que... Est-ce que je suis allergique au soya? Est-ce que c'est parce que je mange pas assez de calories? Parce que ça peut être ça aussi. Tu sais, je suis plus faible. Ouais, est-ce que tu as juste arrêté de manger? Est-ce que tu as juste changé les trucs? Tu sais, fait que c'est d'être capable d'expliquer avant de sauter aux conclusions puis de rester dans le domaine de l'ésotérie et d'essayer d'expliquer pourquoi. Puis si tu m'arrives et tu me dis j'ai essayé de passer à une diète végétalienne puis que tu as raison, c'est que finalement, c'est parce que je manquais de fer, chose qui a aucune étude légitime qui prouve qu'une diète végétalienne fait que tu manques de fer. Là, ça, c'est une fausse croyance. Mais non, c'est vrai. Il n'y a aucune étude qui prouve ça. Fait que si toi, tu arrives, tu te dis « Ah, c'est parce que je manquais de protéines. » OK, mais consomme-en plus, tu sais. Fait que c'est ça. Mais les études aussi, c'est sûr qu'on est quand même au début, si on veut, d'un mouvement qui pousse les gens vers ça, puis que de plus en plus de gens le font. Fait que
je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va peut-être avoir plus de recherches aussi pour backer, autant du côté positif. Ça fait quand même une soixantaine d'années que les études pointent dans une direction. Là. Non, je suis d'accord avec toi. 60 ans, ça commence à être long. Là, quand même, là. Ouais, mais qu'on voit autant de vegans un peu partout dans le monde que, tu sais, il y en a qui font ça tout croche. Il y en a qui font ça tout croche. Ça, c'est clair. Comme que des gens, c'est ça qui mangent. Moi, je pourrais manger des frites à tous les jours puis être vegan. Ouais, c'est ça. Est-ce que je me sentirais bien? Est-ce que tu es en santé? Probablement. J'aurais l'air d'un cul, là. Tu comprends? Est-ce que tu cours ton marathon à 3h15? Non, c'est ça. Exact. Ouais. Est-ce que Novak Djokovic, il est le joueur de tennis qui est s'il mange juste des frites? Non, of course que non. Il est végétalien. Ouais. All right. Fait que c'est un bon débat de bonne guerre, mais t'as des très bons points. Puis, mais je pense qu'il y a, moi, je vais tout aussi un aspect si on me l'explique. Ouais. Tu comprends? Absolument. Puis il y a un point aussi qu'il faut regarder, c'est le niveau pratique, justement, de, tu sais, moi, je veux l'essayer, je veux le faire, mais là, comment qu'on y arrive? Puis présentement, c'est plus dur, au niveau pratique d'être, supposons, végétalien que... puis là, ben, grâce à toi, ça va l'être moins avec vos lunchs. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est un effort. C'est quelque chose qui me passionne, là, je deviens passionné quand je parle de ça. C'est bien correct, on aime ça la passion. Puis, mais c'est ça, c'est sûr que dans le futur, ça va devenir de plus en plus facile. Plus que les gens ont de connaissances, plus que les gens sont conscients aussi de comment y arriver, c'est d'avoir des outils. Plus il va y avoir aussi d'alternatives, ça c'est sûr et certain. Là. Plus d'alternatives de qualité. En ce moment, il y a plein d'affaires que c'est juste de la marde. Là, Beyond Meat, c'est pas bon pour ta santé. Là, ça reste un peu du junk food. Ouais, c'est du junk food, exact. Fait que tu sais... c'est pas une alternative qui est bonne pour toi. Là, si tu manges juste du Beyond Meat, c'est pas parce que t'es vegan que si tu vas être en santé. Là. Si tu manges juste du Beyond Meat à tous les jours, tu vas te retrouver gros puis avec des problèmes cardiaques là, quand même. C'est tellement complexe. En plus, l'alimentation, c'est un sujet, comme tu dis, ça touche les passions, ça va chercher les gens deep à cause que tu as des croyances là-dessus. Exact. Puis, ça fait combien de temps, man, qu'on se fait dire mange ta viande pour être fort? Exact. Faut que tu changes faut changer ton mindset au complet. Puis il y en a pour qui c'est très sensible aussi. Puis comme tu dis, ton ami a une ferme. Puis, tout à fait. Tout à fait. Sauf que mon ami, il fait pousser des légumes aussi. Et demain matin, si tout le monde est vegan, il perd pas sa job. Right. Il va juste changer. Il va s'adapter. Comme qu'est-ce qu'on fait toujours. Qu'est-ce que tu fais si tu t'adaptes pas? N'importe quel champ de métier. Là. Mon père est neurochirurgien, qui opère dans le cerveau. S'il avait les mêmes pratiques aujourd'hui qu'il avait il y a 25 ans, qu'il a commencé sa pratique, est-ce que tu penses qu'il y aurait encore une pratique? Non, man. Il serait poursuivi à pleine tête, là, littéralement. Ouais. C'est un bon point. Adaptation. Exact. Puis sinon, ça m'amène justement sur l'ouverture d'esprit. Yes. Je voulais qu'on en parle un peu. T'es un gars quand même, t'es un gars ouvert d'esprit, en tout cas, je pense. Ouais. J'espère l'être. Moi, personnellement, je trouve que c'est une qualité que tout le monde devrait cultiver parce que des fois, on n'est pas ouvert d'esprit, puis justement, on va avoir un débat comme ça, puis là, on se ferme, puis il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a beaucoup de polarité, si on veut, pour un sujet comme, posons le véganisme. Tu as des gens qui sont à l'extrême, qui vont dire... Un sujet qui est polarisé, définitivement. Vous allez être des tueurs, juste de manger de la viande, t'es un tueur d'animaux, t'es cruel, puis ils vont te comparer à un meurtrier, tout ça, puis... l'opposé aussi est vrai là, dans les deux sens. C'est quoi ton point de vue toi, sur justement l'ouverture d'esprit? Comment on peut rester ouvert d'esprit puis pas juste être aveugle puis d'argumenter sans écouter l'autre, sans écouter le point de l'autre, sans essayer de comprendre son point de vue? Plus ça te touche personnellement, plus c'est difficile. Pour ces gens-là, mettons, pour les véganes qui trouvent ou qui comparent les gens qui consomment de la viande dans les meurtriers de masse, ces affaires-là, c'est parce que ça les touche profondément. Imagine un monde où est-ce que tu es entouré de meurtriers de masse. Où est-ce que ton père, c'est un meurtrier, ta mère, ta soeur, ta cousine, tes amis. Essaie de vivre dans ce monde-là, man. Tu sais, ce que je veux dire, puis c'est pas de défendre ces gens-là, c'est juste d'essayer d'expliquer. C'est difficile en crise quand tu considères, mettons, les animaux comme étant des égaux aux humains, d'accepter de vivre dans tout ça. T'sais. Ce qui peut amener une certaine fermeture d'esprit, fermeture du débat. Sauf que ça l'aidera personne. Parce que des fois ces gens-là traitent ça leur donne juste leur même espèce, leurs collègues humains, si on veut, comme des
comme des moins que rien, là, comme des... Puis ils insultent, puis je veux dire, d'avoir des pratiques, ça, comme tu dis, c'est la fermeture d'esprit un peu. Il faut être capable de rester ouvert. Moi, ce serait extrêmement hypocrite. Même si en ce moment, je considère que la cruauté envers les animaux, c'est inhumain, puis c'est une pratique barbare. Même si je considère ça aujourd'hui, ça c'est ma croyance profonde. Ce serait hypocrite en crise de commencer à dire à quelqu'un, comme toi, mettons, qui consomme de la viande encore, que t'es un meurtrier, t'es un tout croche parce que, il y a 2 ans, man, je faisais des barbecues. Tu comprends? Ouais. Ce serait cave de dire ça, tu sais. Puis tout le monde, il y a personne qui... Il y en a quelques-uns, mais il y a personne qui est vegan depuis qu'ils sont bébés, tu sais. Fait que c'est un raisonnement qui vient avec le temps. Mais c'est important de rester ouvert à la progression parce que sinon, tu fermes le dialogue. Puis fermer le dialogue, c'est loin d'être la bonne idée. Si toi, je te traite d'enfoiré parce que tu manges de la viande, quand tu vas aller manger ton burrito tantôt, man, tu vas te le prendre au porc. Là. Tu vas dire, ah, c'est une de crise, de péage, de marde. Exact. Tu vas t'aides pas à faire passer ton point là, en manquant de respect à quelqu'un. Exact. Tandis que si je te dis ce que je t'ai dit tantôt, de dire, hey man, vas-y à ton rythme. Ça se peut que quand tu arrives là-bas, tantôt, mettons, au burrito, puis qu'il y a une option VG, ça se pourrait que tu te dises, hey, aujourd'hui, man, je vais prendre l'option VG. Ce qui m'arrive souvent, d'ailleurs. Moi, je suis. Ouais, c'est ça. Non, je sais. Non, c'est ça, je le filme. Mais, fait que, tu sais, c'est ça dans tout. Tu sais, il n'y a personne qui est parfait, man. Il n'y a personne qui est parfait. Puis c'est le même principe, mettons, avec n'importe quel. Avec n'importe quel enjeu sociétaire, mettons. Tu sais, les féministes ont beaucoup plus à gagner en voulant en voulant apprendre aux hommes qu'est-ce que l'enjeu féministe que de juste dire allez chier. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, ma blonde, par exemple, qui s'intéresse beaucoup aux enjeux féministes, elle m'en parle souvent, mais elle m'en parle pas en disant t'es un esti de crotté, elle essaie de me faire réaliser des affaires. Puis il faut que tu sois ouvert d'esprit pour recevoir ça. Tu sais, te faire dire, mettons, toi, tu sais, là, je vais parler de moi, OK? Me faire dire, moi, en tant qu'homme blanc, qui a eu tous les privilèges du monde entier, de me faire dire, hey, des fois, quand on est dans des meetings d'affaires, le monde s'adresse à toi. Plus qu'à moi, mettons. Ma blonde me dit ça, l'autre fois. Là. Puis, j'aurais très bien pu faire, ouais, c'est ce que tu dis là. Mais là, de faire, OK, check, je vais être ouvert d'esprit sur celle-là. Puis la prochaine fois qu'on a un meeting, je vais être attentif à ça. T'sais, j'accepte ce que tu me dis. Puis on check. Prochain meeting, le monde me parle juste à moi. Là, je le réalise. Fait que là, je me tourne vers Jessie, puis je transfère toutes les questions à elle jusqu'à ce que le monde dans le meeting réalise qu'elle est là aussi. Mais ça, moi, je m'en étais pas rendu compte, puis j'aurais pu juste me fermer l'esprit puis dire « fuck that, c'est pas vrai que le monde est sexiste là-bas. Ouais. » C'est pas ça. Puis ce monde-là sont pas nécessairement sexistes non plus, sauf qu'ils ont des comportements qui ont développé avec le temps dans la société dans laquelle on existe. Exact. Puis c'est peut-être inconscient. Là. C'est probablement sûrement inconscient. C'est le programme. Fait que d'aller les voir eux autres puis de dire « Hey, vous autres, est-ce que parlez à ma blonde? » C'est pas la façon de le faire non plus. Fait que c'est de rester ouvert d'esprit envers tout le monde. Puis de faire, hey, tu sais, OK, là, je réalise qu'est-ce que ma blonde me parlait. C'est vrai. Fait que là, OK, on va essayer de créer une dynamique différente en tolérant ou en acceptant que tout le monde, que personne n'est mal intentionné de base. Il y en a qui le sont, mais pas la majorité des gens. Fait qu'on va juste essayer de, tout le monde ensemble, man, se faire apprendre à être meilleur. Puis ça, man, je pense que, tu sais, on l'a vu dernièrement avec toute l'histoire de Greta qui est arrivée ici. Là, puis là, tout le monde qui abâchait. Là. Parce que le monde qui abâchait, il se faisait attaquer dans ce qu'il faisait au quotidien. Puis il n'était pas prêt à faire ces changements-là parce que, justement, il était fermé d'esprit. Il n'y a aucune raison de critiquer Greta. Aucune. J'en vois pas. Okay? On peut critiquer du monde qui vont bloquer le pont. On peut critiquer ça. C'est possible de le faire. Critiquer une petite fille de 16 ans qui fait marcher 500 000 personnes dans les rues de Montréal en faisant une démonstration ultra pacifique, en annonçant le parcours complet à la police, en faisant tout ça dans les règles de l'art. La fille, elle a pris le fucking bateau, man, pour venir jusqu'ici.
Mais quand tu es fermé d'esprit puis tu vois juste ça, quelqu'un qui te challenge dans ce que toi tu crois, puis tu demeures fermé, ça crée ça. Ça crée de la haine envers quelqu'un qui ne devrait pas du tout en recevoir. Est-ce que tu penses parce que les gens ont un programme, si on veut, d'enregistrer dans leur cerveau en fonction des croyances qui leur ont été amenées par la société, par leurs parents? Tout à fait. On est programmé, mon gars. Puis là, tu vis pas consciemment nécessairement toutes tes journées. Tu es sur le pilote automatique. Tu suis le fil de ton programme, dans le fond, que tu as. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, man. Un de mes artistes préférés, c'est Tom Morello. Tom Morello qui se trouve à être l'ancien guitariste de Rage Against the Machine, qui en ce moment joue pour Prophets of Rage. Puis lui, son enjeu, c'est de se révolter contre la machine. Puis c'est un héros. C'est un de mes héros. Là. Parce que je trouve que c'est important. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de désir de révolte en dedans de chacun de nous. Puis je dis pas de créer une société anarchique, là, mais de remettre en question, qu'est-ce qu'on se fait dire tout le temps? Qu'est-ce qu'on se fait faire tout le temps? Ouais. Puis, tu sais, le véganisme, c'est ça, dans le fond. Là. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Ouais. C'est de faire, hey, tu sais-tu quoi, man? On a grandi dans ce milieu-là. On a-tu le droit de faire fuck that? On a grandi dans un milieu... Moi, quand je suis né à Chicoutimi, man, des Noirs, là, j'ai pas vu un Noir avant que j'aille 5 ans, man. J'étais arrivé, mon père, il allait faire, ça c'est une bonne histoire, il allait faire un fellowship à Houston, qui est au Texas. On est arrivé à l'aéroport de Houston, j'ai vu un homme noir, j'ai dit à ma mère, maman est donc bien bronzé, le monsieur. Man, j'ai été, tu sais, puis on a été élevé dans une société... je vais pas dire raciste, une société hétéronormative, ça c'est clair. Une société qui refuse les différences, ça c'est clair. Puis, man, on peut-tu juste faire « Hey, fuck that! Fuck that! » C'est pas parce que ça a toujours été de même que ça doit rester de même. Exact. Ça, c'est le pire argument, man. Ouais. Genre, pourquoi vous faites ça? Parce qu'on a toujours fait ça. Hey, man! Ça limite le progrès. Fuck that! Ouais. Fuck that! Ouais. Man, de remettre en question aussi, pas juste qu'est-ce que la société dit ou qu'est-ce que tes parents t'ont dit ou qu'est-ce que le monde à Chicoutimi voit dans leur milieu, mais aussi même de se questionner soi-même. Je pense que c'est quelque chose qui est bien important aussi, de tout le temps remettre en question tes idées, tes croyances, tes patterns, man. Ouais, tes patterns, exact, parce que c'est quelque chose des fois qu'on est prisonnier de ça sans s'en rendre compte, je pense. Tout à fait. Ben, man, mais-en. Puis, tu sais, ça, c'est dur, man. C'est une des affaires les plus dures de se faire challenger sur quelque chose qu'on incarne fondamentalement. Ça prend vraiment... Moi, je suis dans un processus de faire ça, tu sais, au quotidien, man. C'est rough de se remettre en question sur un agissement qu'on croit tellement... qu'on a la conviction que c'est la bonne chose. Qu'on a la conviction que c'est la bonne chose. Ça, man, c'est une des affaires les plus tough au monde entier. C'est une des affaires aussi les plus nécessaires. De challenger ce que tu crois depuis longtemps, puis il y a aussi la question de comment est-ce que... jusqu'où tu es prêt à le challenger, tu sais. Puis après ça, il y a le contrebalan de se dire, est-ce que tu peux aussi t'écouter? Ouais. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que c'est pas parce que... Mettons, je vais te reprendre l'exemple que je donnais tantôt. On peut remettre en question un couple monogame, okay, dans la société en 2019. Il y a plein de mes amis qui ont des couples ouverts qui fonctionnent très bien. Mais c'est pas parce que tu peux remettre en question ta définition du couple que ça veut dire que automatiquement la chose pour toi, c'est un couple ouvert. T'sais. Parce que peut-être aussi que toi, si tu t'écoutes vraiment, tu te dis « Hey, tu sais-tu quoi? Je remets en question ce qu'on m'a toujours appris, mais en même temps, ça me convient très bien. » Fait qu'il y a comme cette balance-là. Ouais. Là. Mais de se poser la question, c'est au moins une bonne façon de ne pas être sur le cruise control puis de réaliser qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Là. Ouais. Ouais. Des idées bien intéressantes. Bonne conversation. Ouais, sur ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que c'est pas mal ça. On a-tu fait le tour? Fait le tour. On est rendu à combien de temps, là? On a-tu un temps respectable pour un podcast?
Ah, 1h20. C'est très respectable pour un podcast. Parlant de podcast, écoutez des podcasts. Man. Ça, c'est la clé. Man. All right. Fait que merci PH pour avoir accepté l'invitation dans ton studio et me prêter ton studio. Ça fait plaisir. Ouais. Tout à fait. All right. Fait que si on veut te suivre, Instagram, Facebook, où est-ce qu'on... PH Quentin sur Instagram, Jesse et PH sur Facebook, veganmepaplate.com. Sinon, le Studio SF, ici, tous les podcasts qui sont produits par le Studio SF, probablement quand le monde va écouter ça en 2020. On risque d'avoir une couple d'autres podcasts sur notre chaîne qu'on est en train de travailler maintenant. Shout-out à tout le monde qui travaille avec nous. Nicole, entre autres. Shout-out à Nicole qui prend le mic. Merci. Yes. C'est tout. All right, that's it. Hey, merci tout le monde. Yes. Salut. Yes, man.